On va tout de suite donc aller rejoindre. Il est avec le premier ministre là, dans ce passage à Montréal, le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on en a fait assez au cours des dernières semaines pour Montréal quand vous voyez l'ampleur de ce que ça a pris à Montréal, la courbe qui ne baisse pas, là, qui ne s'aplatit pas, pour reprendre vos mots? Est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir des mesures plus dures, plus tôt, spécifiques pour Montréal? Écoutez, ce qu'il faut comprendre, que Montréal, c'est comme les grandes villes à travers le monde. C'est un tissu urbain, je vous dirais, où il y a énormément, je dirais, de variations dans le niveau de santé, là, avec des gens plus pauvres, avec plus de facteurs de risque, etc. Il y a une densité urbaine beaucoup plus grande. Il y a eu une distanciation qui a quand même été respectée. Je pense qu'on a eu la crise, bien entendu, très malheureuse des CHSLD comme telle, mais dans la population en général, on n'a pas. Les mesures ont fonctionné, disons, là, pour éviter la transmission de façon très active, là, puis être complètement débordé au niveau du système de soins. Donc, je pense que la réponse a été intense, particulièrement au moment où on a arrêté. Là, la préoccupation qu'on a, bien entendu, c'est après cette crise des CHSLD, avec ces travailleurs de la santé aussi qui reviennent à la maison, qui peuvent contaminer leur famille. Il y a actuellement des zones chaudes et des zones qui, à mon avis, font que, sans qu'on soit hors de contrôle, on est très fragile. Et c'est là qu'on est actuellement à Montréal. Mais je pense qu'à Montréal, les mesures qui ont été appliquées ailleurs dans la province ont eu leur effet sur une partie de la population, mais pas malheureusement dans les CHSLD, et pas non plus. Il y a quand même une transmission beaucoup plus active dans la communauté ici, sans qu'elle soit hors de contrôle, mais on n'est pas au même stade que la périphérie, c'est très clair. Mais vous parlez de la réalité des grandes villes, là, puis on l'a vu à différents endroits dans le monde, mais des ex-Montréalais qui habitent maintenant, je prends l'exemple de Madrid, je pourrais en prendre d'autres, qui comparent ce qui se passe à Montréal avec ce qu'ils ont vécu, eux, dans les villes où ils habitent maintenant. Par exemple, à Madrid, disent, écoutez, le confinement ici, ça a été beaucoup plus sévère. À Madrid, tu pouvais plus circuler sur la rue. Ça prenait un papier de ton employeur. Il avait pu aller faire ses commissions. C'était une fois, c'était sous contrôle, c'était surveillé par la police. Je sais que c'est une privation de liberté énorme, mais ils ont repris le contrôle sur la pandémie comme ça. Il n'y a pas un danger qu'à Montréal, en faisant un peu moins, on reste sur un plateau élevé de nombre de cas puis qu'on dure des semaines et des semaines à traîner comme ça? Mais c'est-à-dire que, puis là, il faudrait que je compare population de Madrid, son niveau de défavorisation, etc., ses moyens de transport. Là, je n'ai pas cette information-là ici. Mais si vous me permettez, on n'a pas eu d'indice comme quoi que les commerces qui ont été ouverts ou les règles ont entraîné des problématiques importantes. La problématique principale a eu lieu autour de personnel de la santé qui ont travaillé à différents lieux, notamment des CHSLD, avec des agences, etc. Et c'est là qu'est notre phénomène actuel. Et c'est pour ça qu'actuellement, comme on a quand même une circulation qui est associée à ces facteurs-là, on a décidé de ne pas réouvrir ce qu'on aurait pu pouvoir réouvrir actuellement. Je comprends vos questions. Tout le monde est à la recherche de la bonne solution, mais souvent, c'est pas toujours pas du tout le même profil populationnel ou épidémiologique. Là. Je pense qu'à Montréal, les mesures ont fonctionné pour ce qui est de la transmission communautaire, sauf pour les questions en lien avec le pont entre la communauté et les CHSLD. Ouais. Mais là, on va continuer quand même à regarder puis à mesurer aussi à travers nos campagnes de dépistage dans ces secteurs-là pour voir qu'est-ce qui se passe. Sauf que là, corrigez-moi, mais des CHSLD, la maladie est sortie là, par des membres du personnel. Et là, dans quelques quartiers, on a une transmission communautaire. Et si moi, je regarde les chiffres, là, plutôt que de voir la situation se résorber, je vois des éclosions encore ce matin à Mascouche, à Joliette, à Longueuil, sur la Rive-Sud, sur la Rive-Nord. On a plus l'impression d'une tache d'huile qui tend à s'étendre que d'une situation qui se résorbe. C'est ce qui rend ça un peu préoccupant. Et là, Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal-Nord, Est de Montréal, là, on est dans la transmission vraiment communautaire et vous l'avez reconnu. Donc, comment on va reprendre le dessus sur tout ça, là? Bien, il faut comprendre que c'est clair aussi, si vous me permettez, que quand on réouvre, on sait qu'il va y avoir, probablement, il y a plus de cas aussi, parce que là, il faut faire attention, il y a plus de cas parce qu'on détecte plus, donc on va avoir des zones qui vont être mieux mesurées qu'on ne voyait pas avant, antérieurement. Mais ce qu'il faut regarder, c'est les hospitalisations et malheureusement les décès qu'on espère diminuer au maximum. Mais de toute façon, je ne sais pas si vous comprenez, quand on va
réouvrir un peu, c'est normal qu'il y ait des zones et des éclosions. La question, c'est qu'il faut qu'on soit capable de maintenir la capacité d'enquêter autour de ces cas-là pour éviter une propagation intensive. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de tests de dépistage dans ces secteurs-là pour vérifier les cas, leurs contacts asymptomatiques, puis leur demander d'isoler pour diminuer la transmission. Mais cette transmission-là, elle va apparaître de la même façon que le virus ne disparaîtra pas, puis elle va finir par atteindre le Bas-Saint-Laurent, etc. L'important, c'est d'arriver à un équilibre pour ne pas surcharger notre système de soins et diminuer les impacts maximaux autour des personnes âgées. Vous m'amenez en parlant des enquêtes épidémiologiques sur un autre sujet. On vous a entendu depuis quelques jours un peu, pas supplier, mais réclamer des gens, deux affaires. Là. Des gens que la santé publique leur court après, là, que la santé publique interpelle dans le cadre des enquêtes parce qu'on se rend compte, quelqu'un est testé positif, puis on se rend compte que la veille, l'avant-veille, ils ont été en contact avec cette personne-là. Donc là, vous les rattrapez. Et qui refusent de collaborer, qui ne rappellent pas les gens de la santé publique. Vous avez aussi parlé de gens qui étaient carrément soit symptomatiques ou soit testés positifs et qui refusaient de se mettre à quarantaine. Vous les avez suppliés, mettez-vous en quarantaine, promenez-vous pas dans la communauté si vous avez la maladie. Ça me mène à la question, est-ce que les Montréalais, ou je devrais plutôt dire, est-ce que des Montréalais ont été moins disciplinés que des gens dans d'autres régions? Est-ce que c'était plus difficile pour la santé publique de faire les enquêtes, d'obtenir la collaboration à Montréal qu'ailleurs, ou qu'en Estrie, par exemple, où on est passé d'une contamination en début, puis tout à coup, oups, on a réussi à résorber ça, là? Bien, probablement, c'est pas la même quantité de personnes, donc c'est normal que si on a moins de gens, il y a moins de gens qui... Ouais. Puis j'ai pas de chiffres par rapport à la proportion. Montréal a quand même des particularités, ne serait-ce qu'au niveau des gens, des langues, hein, qui sont pas toujours compris. Des particularités ethnoculturelles qui peuvent faire que certaines populations comprennent moins. Il faut avoir d'autres approches avec ces personnes-là. Donc, je pense que je peux pas dire que les Montréalais n'ont pas collaboré, c'est pas ça. Puis c'est pas la majorité des gens non plus qui collaborent pas. Je pense qu'il faut pas dire ça. Mais par contre, il s'agit qu'il y en ait quelques-uns qui collaborent pas, qui vont aller contaminer d'autres personnes. C'est pour ça que je dis aux gens, il faut vraiment essayer de respecter les consignes, particulièrement. Puis il y a des gens aussi, quelque part, qui n'ont pas nécessairement des grands revenus, qui peut-être pourraient avoir des symptômes un peu, mais ils se disent, je peux pas ne pas travailler. Fait qu'il y a tous ces facteurs-là. Ouais. Et quand il y a beaucoup de population, plus de pauvreté, plus de gens qui proviennent de milieux culturels qui ne comprennent pas toujours la langue ou qui sont dans des situations précaires, des gens qui ont pas de statut non plus au Québec, ça peut exister. Donc, ces personnes-là, c'est plus difficile, c'est sûr, mais il faut avoir des stratégies qu'on est en train de travailler avec l'équipe de Montréal. Mais vous n'avez pas dit ça pour rien, là. Vous avez dit ça parce que, par exemple, vous avez vu des cas symptomatiques ou carrément testés positifs qui continuent à se promener dans la communauté. C'est-à-dire que la directrice de santé publique m'a effectivement fait part de ça et j'ai voulu passer ce message-là là, de façon générale. C'est vrai, ça peut être vrai pour n'importe qui, mais c'est parce que c'est crucial. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on ouvre, par exemple, un commerce et puis que dans le commerce, il y a 4 personnes qui sont malades, on est capable de retracer les personnes, on est capable de faire des interventions, mais si ça se passe un peu partout dans la communauté, ça devient plus difficile. Et jusqu'à maintenant, on dirait, sans vouloir présager du futur, les milieux qui ont réouvert sont relativement bien contrôlés, respectent relativement bien les consignes de distanciation. C'est plus dans les vies personnelles qu'on est à risque de ne pas les respecter. C'est pour ça que j'ai voulu faire le rappel. Parce que les gens interprètent que parce qu'on permet aux gens d'aller faire leur commerce ou d'aller voir, même dans des commerces, aller faire des achats, ça veut dire qu'automatiquement, eux autres, ils peuvent aller aussi rencontrer leur famille, etc. Alors que c'est essentiel dans une vie normale, mais à ce stade-ci, c'est moins essentiel. Et c'est pour ça qu'on y va progressivement, et que j'aimerais que la population collabore pour ces aspects-là. Ouais. Vous m'avez parlé tout à l'heure du triste sort qui est arrivé au CHSLD, les éclosions majeures. Quand les gens en Floride voient venir les ouragans, ils placardent pas la brique, ils placardent les fenêtres parce que d'instinct, ils savent que la brique est solide, va résister. La zone de fragilité, c'est la vitre, c'est la fenêtre. Est-ce qu'en voyant venir l'ouragan COVID, on n'aurait pas dû au Québec dire hey, nos CHSLD, là, c'est là qu'il y a nos personnes vulnérables, c'est tout croche, le monde est mal payé, ça rentre, ça sort, les gens, ça travaille à 3-4 places. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, dès février, début mars, dire hey, ça, là, c'est le trouble, c'est par là qu'il va arriver? C'était pas visible, c'était pas prévisible? Écoutez, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est évident. Ouais. Est-ce que ça l'est? C'est clair, puis c'est probablement une des leçons
Puis on paye, à mon avis, pour les années où on a... on paye pour la façon dont on prend soin de nos aînés en général. On paye pour ces grands établissements. On paye aussi pour la lourdeur des soins. Les CHSLD ont évolué beaucoup. Les gens qui sont dans ces établissements-là sont très, très malades. C'était pas le cas avant. Les infrastructures sont pas adaptées à ce genre de soins. C'est sûr, en rétrospective, je peux vous dire oui. Mais, si vous me permettez, puis d'autres l'ont bien vu aussi, ce qui nous a un peu peut-être distrait, c'est, puis ça, on a réussi, c'est que premièrement, c'est que, avez-vous vu ce qui s'est passé en Italie où on devait choisir entre telle personne et telle personne pour les soins? On s'est vraiment focusé sur la question de la capacité du système de soins aigus de répondre à la situation. Mais on a sous-estimé, moi je pense que c'est clair, on n'a pas vu venir, en tout cas, moi à chaque fois que je voyais une personne qui décédait, je me disais, mais mon Dieu, on savait que c'était une zone fragile, mais on n'aurait pas pu penser que ça l'aurait rentré. Moi, honnêtement, là, on avait eu la partie voyage. Après ça, on pensait qu'elle allait avoir des décès de personnes âgées, quelques décès, mais pas de cette ampleur-là dans les CHSLD. Il s'est tout simplement fait venir ressortir la fragilité en termes de nombre de ressources, en termes de prévention des infections dans ces milieux-là. Puis on n'est pas la seule pays au monde qui a vécu ça non plus. Il y en a qui le déclarent moins ou on le voit moins, mais ça a été vraiment... Alors qu'on a sauvé notre système de soins, puis il n'y a pas eu tant de transmission dans la communauté. C'est pour ça que là, il faut vraiment faire très attention. Et j'espère simplement, puis vous savez, là, que ces tristes et malheureuses morts vont nous servir de très grandes leçons pour faire le changement qui est nécessaire pour les aînés dans notre société québécoise. Docteur Arruda, cette semaine, on vous a vu émotif dans un point de presse. Puis je ne reviendrai pas sur le pourquoi. Là, tout a été dit sur cet épisode. On ne montrera pas les images, c'est du passé. J'ai considéré ça moi-même comme un épisode clos. Ma question va plus sur est-ce que cet épisode, comment vous avez dû vous en défendre, vous a fait prendre conscience que vous êtes devenu un peu comme un personnage public d'importance, du directeur de santé publique qu'on appelait une fois de temps en temps pour les lois anti-tabac puis 3-4 affaires compliquées, mais que vous êtes devenu un personnage public d'importance pour le meilleur et pour le pire. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience autour de ça? Mais écoutez, j'espère que c'est pas moi seulement, c'est la santé publique dans son ensemble avec les équipes, avec tous ceux qui font de la prévention, pas seulement des maladies infectieuses, mais des maladies chroniques. On pourra s'en parler après la crise parce que vous savez, notre système de soins, si on continue à avoir des mauvaises habitudes de vie, nos jeunes diabétiques, qui sont des jeunes qui n'avaient pas de diabète avant, ça n'existait pas, ou à cause de l'obésité, vont être des gens qui vont avoir besoin de traitement pour infarctus à 50 ans. J'espère que c'est la santé publique comme telle, mais j'ai appris, j'ai fait des erreurs. Je pense que j'ai sous-estimé que certaines portions de la population, qui sont mes patients aussi, étaient choqués par certaines façons de faire. D'autres, non. D'autres ont même dit que c'était bien. Mais je pense que mon rôle actuellement, c'est de travailler, et c'est ce que je fais, hein, faut pas vous penser que non, travailler jour et nuit avec mes équipes de santé publique, avec tout le réseau de la santé. On voit les CHSLD, on voit les ambulanciers, on voit tous les gens qui sont là, mais il y a une armée qui fait des enquêtes et qui essaye de prévenir tout ça. J'espère que c'est pas moi en tant que personne, même si c'est valorisant, parce que je reçois beaucoup de témoignages très positifs, mais je veux que ça rejaillisse, en fin de compte, comme travail au sein de toute la santé publique au Québec, comme tel qui est là, qui travaille avec ses partenaires de cliniciens, qui travaille avec ses instituts nationaux de santé publique, ses INES, pour faire le mieux, puis qui travaille aussi comme conseiller au gouvernement. Ça, je tiens à vous dire que on parle beaucoup de mon rôle d'indépendance ou pas par rapport au premier ministre. Je peux juste vous assurer que mon niveau d'influence en étant à côté du cabinet du premier ministre, en étant avec ses principaux conseillers, est beaucoup plus grand que si j'étais à l'extérieur en train de faire des avis ou des recommandations qu'il n'aurait peut-être même pas le temps de lire. Je suis ici et je demeure un gars de santé publique. Mes décisions vont toujours rester en fonction de ce que je dirais pour ma propre famille. J'ai mes collègues, Dr. Massé, qui est avec moi, qui s'assurent que je garde la ligne en santé publique. Puis la santé publique, ce n'est pas seulement les maladies infectieuses, c'est aussi l'équilibre. Hein? Quand on n'ouvre pas des écoles, ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont avoir de retard. Il y a peut-être des enfants qui sont violentés actuellement. Il y a des couples qui sont sous tension, qui vont peut-être se séparer. Et tout ça, il faut prendre ça en considération quand on prend des décisions
très difficile, puis il n'y a pas de recette magique, puis on ne peut pas comparer les États-Unis au Québec. Le Québec, c'est le Québec, l'Ontario, c'est l'Ontario. On est une société, puis il faut prendre la meilleure décision là-dessus. J'espère juste que ma notoriété, si je peux l'appeler ainsi, parce qu'elle va redescendre bien rapidement, je ne me fais pas d'histoire avec ça, j'espère juste qu'elle va servir à la cause de la prévention, puis à la cause d'un meilleur avenir pour nos aînés. Docteur Arruda, ça fait le tour des questions que j'avais, mais là, il vient d'arriver une petite affaire dans l'actualité parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a à peu près une demi-heure, la ministre du Tourisme a dit qu'il y avait un plan de prêt pour le camping et qu'elle attendait juste la décision de la santé publique. Je vous pose une double question. Je suppose que des affaires comme ça, ils doivent vous en arriver sur votre bureau, là, puis votre équipe à pelleter dans tous les domaines des gens qui préparent des scénarios et des plans. Puis là, vous dites feu vert, feu jaune, feu rouge. Qu'est-ce qu'il y en est du camping spécifiquement? Puis comment vous prenez ce genre de décision-là et dans quel délai? Bien, regardez, premièrement, il faut que vous sachiez que mes équipes travaillent avec les différents ministères depuis le mois de janvier. Un plan de réouverture. Là. On est allé par secteur d'activité qui était le plus probable en même temps. On travaille sur les coiffeurs, un avis de l'Institut qui vient de sortir. On a une séquence qui est faite en fonction, je vous dirais, là, des priorités de services essentiels à moins essentiels. Aussi qui tient en compte le nombre de personnes que ça va libérer dans la communauté, parce qu'il faut qu'on regarde ça. Puis la décision est prise quand on a les indicateurs que c'est correct pour tous les niveaux là-dessus. Des fois, il pourrait y avoir une séquence qui était prévue plus tard qui va redevancer, tout dépendamment de l'épidémiologie. C'est sûr que moi, je tiens à vous dire, personnellement, je suis un amateur de camping. J'ai une tente roulotte que j'ai achetée quand j'étais jeune avec mes 3 enfants. J'aurais rêvé d'en faire cet été. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Et puis, soyez assurés... On oublie ça à court terme, là. Bien, pas demain, en tout cas, pas pour la fin de semaine, ça c'est clair. Mais on va regarder ça comme tel, un pas derrière l'autre. Puis, il y a encore des potentiels, que ce soit différentiel entre la région métropolitaine puis ailleurs, mais ça va être à regarder. Puis, il faut aussi qu'on évite le trop grand flux de personnes, je vous dirais, de la région chaude vers les régions plus froides. Ouais. C'est tout ça qu'il faut prendre en considération, mais on est très conscient de l'impact qu'on a sur les gens, vous soyez assurés, puis sur certaines économies, là, on est très conscient de ça, mais notre premier ministre, il écoute les consignes du directeur en perspective de santé comme première priorité. Mais on sait aussi que les déterminants de la santé, ça comprend l'économie. Tout ça est interrelié, mais on va le faire parce que ce qu'on ne veut pas faire, c'est perdre les acquis. Ça veut dire que ça aille plus mal que ce que ça va actuellement. Dr Arruda, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. C'est apprécié. C'est moi qui vous remercie. Puis je vous remercie d'informer la population. Les médias ont un rôle majeur, à mon avis. Et indépendamment de tout ce que les gens peuvent penser, vous êtes des alliés avec moi parce que vous portez le message que je veux porter à la population. Merci beaucoup. Au revoir.